Non seulement ils ont eu des réunions de l'ONU aujourd'hui à New York, aux Nations Unies, vous savez, sur la solution à deux États, mais ils en ont aussi eu en parallèle à Paris, en France aujourd'hui. Paris compte sur le poids de l'Arabie Saoudite avec Mohamed Ben Salmané. Regardez ça, à trois niveaux, au niveau arabe, au niveau islamique et au niveau international. Donc il compte sur Mohamed Ben Salman pour avoir du pouvoir et du contrôle sur le côté arabe, ceux qui sont locaux là-bas, le côté islamique qui est mondial, et le côté international qui... Oh, c'est fou, mais... Vous savez, alors qu'il co-préside la conférence de juin sur le règlement pacifique de la Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États. Voici ce qu'ils ont dit. Dans un monde qui est sans dessus-dessous, la solution à deux États est maintenant Oh les gars, je suis tellement excité. Là, la solution à deux États est maintenant plus urgente que jamais. C'est ça mon point. Oh là là, peut-être que je devrais juste recommencer cette vidéo. Jusqu'où sommes-nous allés aujourd'hui? Oh là là, Je vais juste continuer, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est du grand n'importe quoi. D'accord, calmons-nous, Bubba. Bon, allons-y ici. Mon Dieu, Bubba, tu t'emballes tout seul. Commençons simplement sur Telegram. Mais oui, commençons par un verset parce que, et j'adore ça, 1 Jean 4,4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que si nous avons Jésus-Christ en nous, avec le Saint-Esprit qui habite en nous, le Créateur est plus grand que la créature. Et ce monde est entouré d'une telle obscurité, c'est du grand n'importe quoi. Mais les gars, on est vraiment tout près. Vous verrez ça aujourd'hui, mais regardez bien. Je vais essayer d'expliquer tout ça, et ce que je vais faire aussi, c'est clarifier, parce que c'est vraiment confus. Mais c'est assez profond, alors on va continuer. Très bien, commençons ici. C'était hier. La France et l'Arabie Saoudite travaillent sur une proposition visant à désarmer les terroristes du Hamas afin de préparer leur démobilisation. Donc, la proposition n'expulserait pas complètement le Hamas de la bande de Gaza, mais ils veulent que le Hamas reste uniquement une entité politique. Les responsables saoudiens ont été en contact avec le Hamas dans le cadre de ces efforts, et on ne sait pas si la France a également été en contact direct. Mais regardez, alors qu'ils veulent parvenir à cette solution à deux États, ils passent maintenant à la vitesse supérieure. Ils prennent contact avec le Hamas et leur disent « Et voilà ce qu'on fait, le grand plan arrive. Vous êtes partant ou pas ?» Donc, ils vont permettre au Hamas de conserver un certain degré de pouvoir politique, ce qui les rendrait plus enclins à accepter de se désarmer. Et l'objectif des discussions est de transformer le Hamas en une entité purement politique qui pourrait encore jouer un rôle dans la future gouvernance palestinienne. En d'autres termes, les gars, si vous déposez les armes et si vous me laissez, moi, Mohamed Ben Salmané, prendre le contrôle de l'esplanade des mosquées et signer un traité de 7 ans, une trêve avec Israël, et lancer cette solution à deux États, on vous laissera garder un peu de pouvoir. C'est fou parce que la reconnaissance que la France va accorder à l'ONU à New York, tout est en train de s'assembler. Mais en ce qui concerne les actualités d'aujourd'hui, oui, on va entendre parler de bien plus que la simple reconnaissance de l'État de Palestine par la France. Mais vous savez quoi? On était tous excités parce que mon ami là-bas, Penny, sur Twitter, dans le monde de Twitter, on a discuté de toute cette histoire de solution à deux États et elle m'a signalé ça, alors je l'ai partagé avec vous. Et hier vous savez, c'est sorti hier pour aujourd'hui. C'était la réunion préparatoire américaine de la conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de la Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États. La conférence vise à faire avancer de toute urgence la mise en œuvre des résolutions de l'ONU concernant la question de la Palestine et la solution à deux États afin d'atteindre une paix juste, durable et globale au Moyen-Orient. Tout cela se met en place et c'est ce que j'ai partagé hier parce que j'ai dit « Veilleur de la prophétie biblique, c'est le moment de lire ce document pour la conférence de juin de l'ONU où ils vont mettre en œuvre la solution à deux États. » Parce que tout cet effort autour de la journée de la paix arrive. Cela a été lancé le 18 septembre 2023 et ils vont essayer de le faire cette année parce qu'ils voulaient le faire
D'accord, ils ont publié cela le 18 septembre 2023, puis quelques semaines plus tard, il y a eu l'invasion d'Israël par le Hamas le 7 octobre. Donc ils n'ont jamais pu réaliser cet effort pour la journée de la paix afin d'aller vers une normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Donc cette journée de la paix arrive toujours, et ils vont reprendre cet effort pour la journée de la paix, et ils veulent finaliser cela d'ici le 27 septembre 2025. C'est le 27-09. C'est fou parce que ça, c'est Daniel 9-27, mais on en reparlera plus tard. Mais vous savez, dans le document de l'ONU, ils utilisent des mots-clés comme limité dans le temps et irréversible, concret, une nouvelle architecture de sécurité régionale. Ça crie les accords d'Abraham. Donc, il parle de mettre en place une voie irréversible vers le règlement d'une solution à deux États. Et il ne s'agit pas d'adopter une déclaration ou de renégocier les résolutions existantes, mais plutôt de s'appuyer sur les positions claires déjà adoptées par l'Assemblée pour se concentrer sur les actions nécessaires à entreprendre pour avancer vers cette mise en œuvre urgente et aboutir à des engagements concrets et limités dans le temps. En d'autres termes, ça doit être fait avant une certaine date par tous les acteurs concernés qui participent à l'ensemble de ce processus. Et ils disent vouloir que l'issue de cette conférence se concrétise par un consensus international mondial marquant un point de non-retour, posant les bases et la voie à suivre en fournissant l'environnement nécessaire à une solution de paix juste et durable pour la Palestine. Donc, il ne s'agit pas de relancer ou de raviver un autre processus sans fin, mais bien de mettre en œuvre une bonne fois pour toutes la solution à deux États. Et ça, c'est juste pour une section. Je veux dire tout cela. Et j'ai posté le lien sur Telegram et je vais aussi le mettre ici dans le lien sous la vidéo YouTube. Mais ils disent qu'ils veulent que cela soit rapide, limité dans le temps et irréversible. En d'autres termes, la Palestine... Oh, regarde ça. En parlant de l'objectif de la mise en œuvre, il est dit il doit s'agir de concrétiser l'État palestinien indépendant et souverain aux côtés d'Israël et de favoriser la reconnaissance mutuelle en parallèle comme étape nécessaire vers la paix. En d'autres termes, la création d'un État palestinien ne devrait pas être le résultat de la paix, mais plutôt sa condition préalable. Tu as compris? En d'autres termes, la création d'un État palestinien ou l'État de Palestine, la solution à deux États, ne devrait pas être le résultat d'un plan de paix, mais plutôt sa condition préalable. Autrement dit, la Palestine, l'État de Palestine, ils veulent que cela soit réalisé avant de pouvoir mettre en place ce plan de paix qui sera renforcé et confirmé en septembre 2025. Et ils fondent tout cela sur l'initiative de paix arabe qui est l'API. Oh! Les gars, ça commence vraiment à devenir dingue. Sérieusement. Mais vous savez, il faut aussi qu'on garde un œil sur Trump, parce que l'influence de Netanyahou sur Trump est en train de diminuer. En gros, Mohammed Ben Salman est en train de... il gagne de l'influence à l'échelle mondiale. Netanyahou, vous voyez ce que je veux dire. Genre, ce serait l'action à vendre et MBS, de l'autre côté, serait l'action à acheter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Netanyahou est en train de chuter. Mais Mohammed Ben Salman grimpe vers le sommet. Donc, des responsables disent que l'influence de Bibi sur Trump au début de sa présidence en janvier était en gros de 9 sur 10, mais qu'elle est maintenant tombée à peut-être 3 ou 4 sur 10, parce que Mohammed Ben Salman est désormais la voix dominante qui façonne la politique américaine au Moyen-Orient. Et MBS est le leader de tout ce qui arrive. La solution à deux États, c'est lui qui la dirige. Le plan de paix, c'est lui qui le dirige. Il veut être le leader de l'Alliance d'Abraham. C'est pour cela qu'il conclut ce grand accord militaire. Merci Helen Dixon. Je t'aime ma chérie, mais l'alliance qui se prépare, le contrôle du mont du Temple, c'en est une autre qui est énorme, Mohammed Ben Salman. Donc, la souffrance et la faim à Gaza sont soudainement devenues des questions centrales pour le camp Trump.
Et c'est essentiellement ce qu'il dit depuis qu'il a visité l'Arabie Saoudite et fait sa tournée au Moyen-Orient. Trump s'est également abstenu de bloquer l'initiative menée par l'Arabie Saoudite et la France pour organiser la conférence à New York le mois prochain sur la solution à deux États. Et elle est prévue pour le 17 juin. Ça va devenir fou parce que le président français Emmanuel Macron et le prince Mohammed Ben Salman poussent maintenant les gouvernements occidentaux à reconnaître l'État de Palestine et à l'annoncer pendant ce sommet. Et on va en parler. C'est dingue. Mais regarde ça, tu sais, l'initiative Peace Day. Je n'ai pas... Ah si, je viens de le montrer. D'accord, une dernière chose. Oui, ça c'est l'original, juste avant le 7 octobre. Et voilà ce qu'ils avaient prévu à l'époque. Donc maintenant, voici ce qu'ils ont prévu pour septembre 2025. Ça me fait penser que cette initiative Peace Day arrivera cet automne à l'ONU, lorsque ce traité, cet accord, cette trêve, ce plan sera renforcé. D'accord? Puisque cette initiative Peace Day est mentionnée, voyons ce qui nous attend d'autre en septembre. D'accord? Alors, du 23 au 29 septembre, c'est la 80e semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies au siège de l'ONU à New York. La Journée internationale de la paix a lieu le 21 septembre. La Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires est le 26 septembre. Et quelqu'un m'a fait remarquer dans les commentaires, sur le site de publication YouTube, que cela existe depuis des années, et il a raison. Parce que même cette Journée internationale de la paix, elle existe depuis 1982, je crois, et ils l'ont toujours fixée au 21 septembre. Donc, je me demande si cet effort pour la Journée de la paix, dans le cadre de ce plan de solution à deux États, aura lieu lors de cette Journée internationale de la paix, qui est le 21 septembre. Et toutes ces réunions ont lieu juste au début des fêtes d'automne pour Israël, la fête des trompettes, Yom Teruah, le début de Rosh Hashanah. Vous savez, mais cela fait 1 an depuis que la solution à deux États, un règlement pacifique pour la solution à deux États, a été rendu public le 26 septembre 2024. Je continue de penser que quoi qu'ils annoncent en juin, ce sera probablement un plan sur 7 ans, mais ils vont le confirmer ou le renforcer. Du moins le plan de paix arabe. Au moins rendre ce plan de paix. Je crois que celui qui arrive cet automne. Et surtout avec l'alliance d'Abraham et tout ce qui se prépare, oui, ça devient fou. Je vais faire une pause concernant l'Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution à deux États. Mais la nuit dernière, tu sais, l'Iran continue toujours. Je veux dire, on a encore ces discussions dont on va parler dans un instant. Mais tu sais quoi? La nuit dernière, une vague d'attaques israéliennes exceptionnellement étendue a frappé le Liban. Donc ça commence à... Tu sais, c'est en fait... déstabilisant ce qui se passe en ce moment parce qu'Israël et le Hezbollah ont actuellement un cessez-le-feu. Mais en gros, le Hezbollah a cessé, mais Israël continue de tirer. Donc, depuis que leur cessez-le-feu a été instauré en novembre, Israël a tué plus de 150 membres du Hezbollah et ils ont frappé, plus de 400 frappes aériennes ont touché des zones du Hezbollah. Et on estime que le Hezbollah dispose encore de 20 000 à 25 000 roquettes dans son arsenal. Oh, oups, voilà. C'était une explosion massive la nuit dernière. Donc, dans le sud du Liban, des dépôts de munitions et des positions du Hezbollah ont été détruits. C'est la campagne aérienne la plus massive depuis le cessez-le-feu de novembre. Mais gardez à l'esprit qu'une frappe contre l'Iran est toujours prévue. Et Israël, vous savez, la nuit dernière, il semblait éliminer les dangers proches de chez eux avant les frappes imminentes contre l'Iran. Mais Israël va devoir s'occuper de la tête de la pieuvre. Ils vont devoir couper la tête de ce serpent. Parce que la nuit dernière, c'était fou, parce que la nuit dernière, c'était à... À quelle heure était-ce quand j'ai posté ça? C'était à 21h, heure de l'Est. Et les Houthis ont réveillé Israël en lançant une roquette. Ils ont envoyé un missile balistique, les réveillant à 4h du matin. Donc la tête de la pieuvre, l'Iran sera bientôt sous pression. Et je veux que vous voyiez ça aussi, parce que je ne pense pas que beaucoup d'entre nous... Regardez toute cette zone en rouge avec Tel Aviv, d'accord? Vous voyez toute cette zone? Et ils l'ont étendue,
Et c'était une image prise tôt, mais ils l'ont étendue jusqu'à Jérusalem. Mais voici ce que je veux dire. Comme vous pouvez le voir, cette distance là-haut, cette distance ici en Israël, là en rouge, regardez à quel point c'est éloigné du Yémen. C'est ça mon point. Vous savez, ici, juste en dessous de la boule rouge, dans le coin supérieur droit, Zofar, c'est l'Iran. Je veux dire, l'Iran est plus proche. Donc c'est un... Vous savez, c'était la 3e frappe de missiles des Houthis vers Tel Aviv au cours des dernières 24 heures, mais maintenant ils sont restés silencieux pendant un moment. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, la nuit dernière, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu à Rome pour le 5e cycle de négociations nucléaires avec les États-Unis. Voici ce qu'il a dit, mais remarquez comment il a utilisé l'expression « rocket science » de toutes les choses. Voici ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères Aragati. « Je suis sur le point de me rendre à Rome pour le 5e cycle de discussions indirectes avec les États-Unis. Trouver la voie vers un accord, ce n'est pas de la science des fusées. » Mais il a poursuivi en disant « Zéro arme nucléaire? D'accord, nous avons un accord. Mais si vous nous demandez zéro enrichissement, nous n'avons pas d'accord. Il est temps de décider. » Fin de citation. Vous savez, l'Iran ne va pas simplement être frappé par Israël. L'Iran va être démantelé et bombardé comme aucune autre campagne de bombardement dans l'histoire. Ne soyez pas surpris de voir des ogives nucléaires tactiques anti-bunkers utilisées dans les jours à venir. Israël et les États-Unis ont quelques tours dans leur sac. Et ils pourraient devoir utiliser ces bombes anti-bunkers nucléaires à faible puissance pour, en fait, une fois qu'une frappe est descend, disons, à 60 mètres, et crée un trou entier. Puis une autre arrive et creuse encore 60 mètres plus bas, et puis une autre frappe, encore 60 mètres de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ou 200 mètres pour atteindre ses cibles. Je veux dire, vous savez, Et j'ai dit ça hier soir, j'ai dit, je me demande ce qui va se passer aujourd'hui avec ces discussions nucléaires. Parce que l'Iran a averti qu'il quittera les négociations et qu'il se retirera des pourparlers nucléaires si les États-Unis exigent un arrêt complet de l'enrichissement d'uranium. Donc, les négociations entre les États-Unis et l'Iran concernant un nouvel accord nucléaire sont à un point très fragile et critique. Et Khamenei a déclaré cette semaine, à l'occasion du 4e, ou plutôt du premier anniversaire de la mort du président iranien, Raisi, qui est décédé dans un accident d'hélicoptère. Cela fait 1 an déjà. C'est difficile à croire que cela fait déjà 1 an, mais il a affirmé qu'il n'y a aucun espoir dans les négociations nucléaires avec les États-Unis. De plus, il a déclaré que les négociations nucléaires indirectes avec les États-Unis n'aboutiront à rien. Concernant le programme nucléaire, Khamenei a ajouté « Nous n'attendrons l'approbation de personne. Les déclarations américaines sur l'interdiction de l'enrichissement sont inacceptables et ridicules. Les négociations qui ont commencé sous la présidence de Raisi, avant l'accident d'hélicoptère, ont été infructueuses et il n'y a aucune raison de penser qu'elles le seront davantage aujourd'hui. » Le temps presse, l'Iran. C'est tout ce que j'ai à dire. On va continuer à en parler ici, mais passons aux actualités du jour. Mais oui, Matthieu 19, 26, avec Dieu, tout est possible. J'adore. Franchement, la Bible s'ouvre de plus en plus en ce moment et je dois vraiment commencer à parler davantage de la prophétie biblique et de la façon dont tout commence à s'assembler. Mais c'est tellement difficile de suivre tout ce qui se passe de nos jours. Bref, continuons avec les actualités du jour parce que j'ai commencé à regarder ça plus tôt. Et la réunion préparatoire à l'ONU sur la question de la Palestine et la mise en œuvre de la solution à 2 États a repris. Et j'ai mis ça en route, mais ils étaient là. Ils étaient là. Tous ces, je veux dire, il y avait plein de monde. Ils portaient un très, très, très grand intérêt. Un intérêt énorme, 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 énorme. Mais je vais devoir suivre ça ce soir après cette vidéo. Mais vous savez, je voulais voir les remarques de conclusion du Royaume d'Arabie Saoudite et de la France qui étaient en cours. Non. À quelle heure c'était? C'était censé. J'ai dû aller chercher mon petit à son travail. Mais tout en bas, là. Oui, de 17h40 à 18h, les remarques de conclusion du Royaume d'Arabie Saoudite et de la France. Je voulais écouter ça juste pour entendre une partie de ce dont ils ont discuté. Mais, vous savez, c'était surtout pour avoir un peu de clarté, en fait, sur la suite des événements. Mais, vous savez, avec tout ce dont ils ont parlé aujourd'hui, ce qu'ils veulent vraiment faire, c'est amener les membres restants des Nations Unies dans chaque région du monde
Ils l'ont dit très clairement aujourd'hui, qui ne reconnaissent pas encore officiellement l'État de Palestine, à ressentir la pression croissante des autres États membres régionaux de l'ONU afin que, progressivement, ces autres pays changent de position. Les gars, ça fait vraiment penser à Zacharie 12, verset 2. Oh mon Dieu. Je vais m'arrêter ici parce que... Non, en fait, vous savez quoi? Faisons-le simplement à l'improviste. C'est complètement fou, mais on sait que quelque chose va arriver parce qu'il est question de Jérusalem comme d'une coupe d'étourdissement. Une coupe qui fait chanceler tous les peuples autour d'Israël. Les États voisins arabes ennemis d'Israël. Et il est dit que lorsque le siège sera contre Jérusalem, il sera aussi contre Juda. Et cela ne se trouve pas à la fin de Zacharie 14. Cela se produit avant, parce que Dieu s'occupe de ces gens-là, ceux qui entourent l'Israël et qui sont liés au psaume 83. Mais c'est vraiment génial. Mais bref, Dieu va faire de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Et tous ceux qui la soulèveront ou essaieront d'aider Israël, comme ceux qui ne deviendront pas, vous savez, amis avec la Palestine ou qui n'accepteront pas cela, seront gravement blessés. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les nations de la terre seront rassemblées dans l'unité contre elles. Et c'est exactement ce qu'ils font avec cette solution à deux États. Mon Dieu. En gros, de ce qu'ils veulent, c'est rallier tous les autres États membres de l'ONU au consensus mondial pour reconnaître l'État de Palestine et ils font pression pour qu'il soit admis aux Nations Unies en tant que nouvel État membre. Cela fait partie de tout ce processus pour que l'État de Palestine devienne le 194e membre des Nations Unies. Et une partie du plan consiste à pousser Israël vers un accord de solution à deux États avec le reste du monde et le nouvel État de Palestine. Et ce qu'ils prévoient de faire pour amener Israël à accepter cela, et c'est ce qu'ils ont expliqué dans leur vidéo plus tôt aujourd'hui lorsqu'ils en parlaient, c'est qu'ils veulent imposer un embargo mondial sur les armes à l'État d'Israël sans qu'aucune arme ne soit vendue ou donnée à Israël à l'avenir. Ça devient dingue. Là, ça commence vraiment à devenir complètement fou, les gars. Mais vous savez quoi? Paris compte sur l'influence de l'Arabie Saoudite auprès des Arabes, ces Arabes avec les peuples islamiques. Maintenant, on s'étend à tous les peuples islamiques du monde, à l'échelle internationale, à tous les niveaux internationaux, à tous les peuples du monde. Parce que la France compte essentiellement sur Mohammed Ben Salman pour rassembler le monde entier lors de cette conférence sur la solution à deux États à New York. C'est pour cela que la France s'associe à l'Arabie Saoudite, parce que Macron fait venir toute l'Union européenne et tout l'Occident, y compris le Canada dont nous allons parler dans un instant, et bientôt les États-Unis pour se joindre à cela. Mais Macron qui... Vous savez quoi? Il sait qui dirige cette fête. Mohammed Ben Salman. Alors regardez ça. Et c'est pour ça que j'ai dit... D'accord. Tout d'abord, il faut qu'on parle de... Oh, je me sens tellement... Oh, commençons simplement par le gars à gauche. C'est le ministre des Affaires étrangères d'Égypte. Le gars, deuxième en partant de la gauche, avec la cravate bizarre. On dirait qu'il a passé une mauvaise matinée. Avec la cravate violette, là, c'est monsieur... le ministre des Affaires étrangères de Jordanie. Et puis, le type juste là, qui a l'air à moitié défoncé, presque, juste devant le drapeau français et le drapeau de l'Union européenne. C'est le ministre des Affaires étrangères de la France. Et puis, tout à droite, il y a le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite. Mais là, ça commence vraiment à s'accélérer. Sérieusement. Parce qu'ils ont eu cette réunion de l'ONU à New York aujourd'hui, mais ils ont aussi eu cette réunion aujourd'hui à Paris. Donc Paris... Vous savez, à New York, ils ont assisté à 2 réunions parallèles sur la conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution à 2 États. N'essayez pas de dire ça trop vite, parce que c'est le nom officiel de la conférence. Mon Dieu, est-ce que ça pourrait être encore plus long? Mais elle sera organisée aux Nations Unies à New York du 17 au 20 juin, co-présidée par l'Arabie Saoudite et la France. Alors, du 11 au 13 juin, Macron... Starmer, du Royaume-Uni, comment il s'appelle? C'est Carney du Canada. Ils sont tous... l'Union européenne et tous les autres vont être du 11 au 13 juin en Alberta pour la conférence du G7, le sommet, et maintenant Trump va y assister.
Donc c'est du 11 au 13 juin. Et puis le 13 Non. Et puis du 15 au 17 juin, il y a d'autres réunions, d'autres rencontres importantes qui arrivent. Et ensuite, il y a toute cette autre réunion du 17 au 20. Ah, c'est ça. La France a sa réunion avec l'Arabie Saoudite du 11 au 13 juin, puis le G7 entre le 15 et le 17, et ensuite la France vient en Amérique pour toute cette histoire de solution à deux États du 17 au 20. C'est difficile de suivre, mon Dieu. Mais, vous savez, les deux réunions d'aujourd'hui ont montré que les préparatifs pour cette conférence ont été lancés à un rythme très soutenu et que les parties organisatrices veulent vraiment parvenir à une véritable percée qui permettrait de rouvrir la voie en l'absence actuelle de solutions politiques en revenant aux fondamentaux du conflit et à ses premiers piliers afin de permettre aux Palestiniens de construire l'État qui leur a été promis. Ainsi, Paris compte sur le poids de l'Arabie saoudite au niveau arabe, islamique et international en tant que coprésidente de la conférence sous mandat de l'ONU, conformément à une résolution adoptée le 3 décembre 2024. L'Assemblée a adopté une résolution intitulée « Règlement pacifique de la question de Palestine » qui a recueilli 157 voix en faveur. Vous vous souvenez que j'avais partagé cela l'année dernière? J'avais montré cette carte ou ce tableau-là. Mais il y a eu 157 voix en faveur de l'État de Palestine, 8 contre et 7 abstentions. Donc Israël, la puissance occupante, doit se conformer au droit international. C'est ce qu'ils disent. Le texte exige notamment la cessation de toutes les activités de colonisation et l'évacuation des colons juifs du territoire palestinien occupé. Et ils le font. Ils veulent que tous les Juifs quittent la Cisjordanie en l'espace d'un an. Vous vous souvenez de ça? Nous en avions parlé, je crois, c'était soit en septembre, il me semble. Bref, l'implication totale de Paris apporte à la conférence le soutien essentiel, car la France est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, et elle dispose d'une capacité d'influence très importante au sein de l'Union européenne et aussi auprès de l'Occident. Mais surtout au sein de l'Union européenne. En gros, la France peut dire boum 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 et l'Union européenne répond oui, d'accord. Et donc, il y a une sorte de pont entre le côté arabe et le côté européen. C'est ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils font le lien entre Macron et qu'ils le prolongent jusqu'à Mohamed Ben Salman. Mais vous savez, voici sur quoi ils travaillent. Bon, voyons si je peux zoomer un peu mieux et je vais vous montrer en bas. Mais vous voyez, ils vont organiser ces tables rondes qui arrivent. Et il va y avoir ces journées de travail, ou, vous savez, ces groupes de travail. Bref, ce sont des groupes de travail, et le but est de proposer des mesures concrètes pour faire avancer la mise en œuvre de la solution à deux États, et c'est la seule option qu'ils voient pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. Donc, ces groupes vont poursuivre leurs activités jusqu'à la date de la conférence en juin et leurs conclusions serviront de base à l'élaboration du document final, celui qui, je crois, sera signé en septembre. Mais ils vont présenter le document final lors de la réunion du 20 juin ou juste après, le dernier jour, le plus long de l'année, le solstice. Et le document final est destiné à servir de feuille de route pour une solution politique fondée sur deux États vivant côte à côte, et il sera publié en juin. Mais ce qui m'intéresse le plus se trouve tout en bas de la page. Table ronde numéro 8, initiative pour la journée de la paix, coprésidée par la Ligue arabe et l'Union européenne. C'est celle-là qu'il faudra surveiller. Alors, qu'est-ce qui est nécessaire pour parvenir à l'établissement des deux États? Eh bien, Paris ajoute aussi que ce qui est nécessaire n'est pas de discuter des résolutions internationales qui ont déjà été adoptées. N'en parlez pas. En d'autres termes, les résolutions qui concernent Israël. Autrement dit, concentrons-nous sur des mesures concrètes à l'avenir qui facilitent l'atteinte et la mise en œuvre d'une solution. En d'autres termes, laissons le passé derrière nous, mais avançons pour que cela se réalise. Donc il y a deux choses. Il y a un objectif et il y a maintenant cette immense conviction mondiale. L'objectif est de mobiliser la communauté internationale autour de la nécessité d'une solution politique.
La conviction, c'est la capacité de lancer une, entre guillemets, dynamique politique qui ramène la solution politique au premier plan, étant donné qu'il n'y a pas d'alternative à cela, y compris une solution militaire. Hein? Hein? Donc, il n'y a pas d'alternative à la solution à deux États, mais cela inclura aussi une solution militaire. Hein? Je me demande si l'alliance d'Abraham va être cette solution militaire. Et avec ce qui arrive, j'ai le pressentiment que si... Je lance ça comme une idée complètement folle, les enfants. Soyez indulgents avec moi, mais disons simplement que Mohammed Ben Salman est lassé. Je peux l'imaginer soudainement accéder à un pouvoir très très fort grâce à toute la puissance militaire qu'il reçoit de Trump. Et il va promettre de protéger Israël. Et je pense toujours qu'avec les guerres qui approchent, avec Israël qui va passer à l'offensive contre l'Iran, et avec Israël qui devra se défendre contre ses voisins arabes qui l'entourent, elle va épuiser toutes ses armes, et c'est pour cela qu'Israël va être durement touché. C'est ce dont nous lisons dans Ésaïe 17, 4, 6. Il est important de noter que c'est en plein milieu justement de la prophétie de Damas, rien que ça. Mais la Palestine, qui a jusqu'à présent été reconnue par au moins 150 pays, rappelez-vous, j'ai dit qu'on venait d'en parler, comment 157 ont voté pour? Eh bien, parmi eux, il n'y a aucun pays occidental qui détient un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, du moins pas en Occident, donc comme les États-Unis. Donc Macron, là, en France, il est prêt à reconnaître un État palestinien et il va le reconnaître officiellement lors de ces réunions. Mais regardez ça. La déclaration tripartite conjointe publiée mardi par la France, la Grande-Bretagne et le Canada a mis Netanyahou en colère, car ils ont maintenant confirmé qu'ils reconnaîtront l'État palestinien lors de la conférence du 17 au 20 juin. Non seulement la France, mais aussi la Grande-Bretagne et le Canada. Les États-Unis seront les derniers à résister une fois que tout sera dit et fait, les amis. Voici ce qu'il est dit. Les garanties de sécurité d'Israël impliquent le désarmement du Hamas, son retrait du pouvoir à Gaza et la mise en place d'une architecture de sécurité régionale à laquelle Israël participe, les accords d'Abraham. Eh bien, ils vont l'élargir à l'alliance d'Abraham dans le cadre des dispositions de sécurité, soi-disant, qui seront promises à Israël. Tout cela est interconnecté d'une manière ou d'une autre, les gars. C'est complètement fou. Sérieusement, c'est du grand n'importe quoi. Mais le plan de paix avec les besoins de sécurité d'Israël doit encore être abordé. Voici donc les principaux pays qui n'ont pas encore accordé de reconnaissance officielle à l'État de Palestine et qui sont actuellement considérés comme absents de l'échiquier mondial. Le Canada, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Italie, tous ces 5 pays que je viens de mentionner, le Canada, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Italie, ainsi que d'autres, sont désormais en train de prendre des mesures en vue d'une reconnaissance officielle lors de cette conférence des Nations Unies du 17 au 20 juin. Cependant, ces pays expliquent souvent pourquoi ils n'ont pas encore reconnu la Palestine. Ils invoquent fréquemment la nécessité de... Ils veulent d'abord voir la mise en place d'une solution négociée à 2 États pour le conflit israélo-palestinien. Ensuite, ils pourront reconnaître l'État de Palestine. Donc, ils veulent d'abord voir une solution négociée à 2 États. Puis, ils reconnaîtront l'État de Palestine. Eh bien, cette solution à 2 États est sur le point de se concrétiser, sans aucun doute. Et le mois de juin sera vraiment un tourbillon de folie, les gars, si nous sommes encore là. Si nous sommes encore là. C'est tout simplement de la pure folie. Très bien. Finissons-en avec quelques infos sur l'Iran et on s'en va parce que c'est vendredi soir. Mais oui, après la 5e série de discussions aujourd'hui, l'Iran dit que les discussions avec les États-Unis sont compliquées. Et il est finalement parti. Il y a un petit moment, il y a environ 1 ou 2 heures pour Téhéran après les négociations nucléaires, là-bas avec Israël, l'Iran et les États-Unis. Donc il a dit qu'avec les États-Unis, les négociations nucléaires, c'est compliqué. Les négociations sont trop compliquées pour être résolues en 2 ou 3 réunions, a-t-il déclaré. Ils en ont eu 5.
mais il a dit que les négociations sont trop compliquées pour être simplement résolues en 2 ou 3 réunions. Donc il dirigeait l'équipe de négociation iranienne lors des discussions qui étaient médiatisées par Oman. Voilà ces deux gars. Le gaz à droite, c'est le type d'Oman. Le gaz à gauche, c'est le ministre des Affaires étrangères iranien, Araghchi. Je sais que ce n'est pas Araghchi, mais ça sonne bien. Mais tu sais quoi? Il a dit qu'il y avait un potentiel de progrès dans les négociations nucléaires après qu'Oman ait fait plusieurs propositions. Mais en d'autres termes, l'Iran continue simplement de gagner du temps. Et des analystes à Téhéran disent qu'il est peu probable que l'Iran cède. C'est très simple. Si les États-Unis s'attendent à ce que l'Iran cesse l'enrichissement nucléaire, alors il ne peut pas y avoir d'accord, a déclaré Mohammad Marandi, politologue et conseiller sur la question nucléaire iranienne. Ainsi, les discussions de vendredi ont eu lieu avant la réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui se tiendra à Vienne, en Autriche, le mois prochain, en juin, au cours de laquelle les activités nucléaires de l'Iran seront examinées. Et l'accord de 2015 prévoit la possibilité que des sanctions de l'ONU soient réimposées via les mécanismes de réactivation rapide si l'Iran ne respecte pas ses engagements. Les 3 parties européennes à l'accord, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, ont averti qu'elles déclencheraient ce mécanisme si la sécurité du continent était menacée. En d'autres termes, si l'Iran joue un jeu trouble et qu'il se sente menacé, alors oui. Mais le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'une telle action aurait des conséquences, non seulement la fin du rôle de l'Europe dans cet accord, mais aussi une escalade des tensions avec l'Europe qui pourrait devenir irréversible. Donc maintenant, l'Iran se fait encore plus d'ennemis. Le chef du Mossad israélien, David Barnea, était présent aujourd'hui aux discussions nucléaires, ce que j'ai trouvé très intéressant. Le chef du Mossad israélien était là avec le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, et le négociateur américain, Steve Witkoff, à Rome. Trump a donc menacé à plusieurs reprises de lancer des frappes aériennes contre le programme iranien si aucun accord n'est trouvé. Mais les responsables iraniens continuent d'avertir qu'ils vont poursuivre l'acquisition d'une arme nucléaire si l'Iran se sent menacé. C'est donc littéralement une bombe à retardement avec l'Iran. Et vous savez, il y a même des rapports ce soir selon lesquels les forces de défense israéliennes intensifient en réalité leurs préparatifs pour une possible guerre sur plusieurs fronts à cause des proxys de l'Iran comme le Hezbollah et comme sur cette image, les Houthis bien sûr, qui ont intensifié leurs actions. Et en fait, aujourd'hui et hier, Gaza a tiré quelques roquettes en direction d'Ashdod, là-bas en bas, et de Sderot. Mais Israël parle aussi de ces 7 fronts. Gaza, la Cisjordanie, le Liban avec le Hezbollah, la Syrie, le Yémen avec les Houthis, l'Iran, l'Irak. Ces 7 pays. Mais étant donné ce qui pourrait arriver bientôt, ne soyez pas surpris de voir 2 ou 3 pays de plus s'ajouter à cette liste. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas pour vous, mais tout est en train de s'assembler et... franchement, on dirait qu'on commence tous à fatiguer. Mais on voit tout se mettre en place et le jour approche où Israël va simplement devenir... Ça va devenir, vous savez, la pierre pesante pour tous les peuples. Je veux dire, ça va être complètement fou, ce qui arrive. Est-ce que l'accord avec l'Iran arrive? Je le crois, oui. Et il se pourrait très bien que ça commence dès la semaine prochaine. La nouvelle lune, le 27. Je lance juste ça comme ça. C'est une possibilité très forte. Vous savez, comme Wakadoodle Simon l'a souligné, hier soir, vous savez, Israël est devenu une nation le 14 mai 1948. Le 15 mai, la guerre d'indépendance israélienne a commencé car la Jordanie, l'Égypte, la Syrie et, vous voyez ce que je veux dire, attaquaient Israël. Donc quelque chose de ce genre pourrait arriver. Et vous savez quoi? Même en juin, la guerre des 6 jours a eu lieu en juin 1967, donc de grandes guerres approchent. Vous savez quoi? C'est presque comme si c'était le bon moment. Je ne serais pas surpris de voir une attaque contre l'Iran, mais ce sera une opération très très importante et je pense que nous commencerons à la voir se dérouler si et quand nous commencerons à recevoir des rapports indiquant que leur réseau électrique tombe en panne ou que leur électricité est coupée ou que leur réseau cesse de fonctionner.
Quelque chose en interne, parce que je crois que Israël et les États-Unis vont tout faire pour couper leur communication et, en gros, les plonger dans l'obscurité totale afin que, lorsqu'ils lanceront leur attaque, ils puissent être aussi efficaces que possible. Et peut-être, vous savez quoi? Nous devons revoir Jérémie 49, 34, 37. Mais vous savez, si Israël finit par utiliser des armes nucléaires de faible puissance et qu'il touche réellement du matériel nucléaire en sous-sol, même s'ils utilisent quelque chose comme ça à la centrale nucléaire de Boucher, et que cela traverse tout le golfe Persique pour commencer à empoisonner la population d'Arabie Saoudite, de Bahreïn, du Qatar, du Koweït, cela mettrait certainement l'Arabie Saoudite en colère contre Israël immédiatement. Même si un plan de paix est en préparation, je peux quand même voir cela accomplir la prophétie biblique avec tout ce qui se passe. Et merci beaucoup pour vos prières. Quand Madame Bouba, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas bon pour son épaule. Elle m'a envoyé le lien et je dois le consulter, mais elle est vraiment mal en point. Oh, la pauvre. Oh, je me sens tellement mal pour elle. C'est un problème avec son articulation acromio-claviculaire et d'après ce que j'ai lu, ils vont devoir réparer ou remplacer l'articulation AC par une opération, très probablement. Nous avons rendez-vous le 6 juin avec le médecin et le chirurgien parce qu'il a dit « Oui, il faut que vous veniez ici dès que possible pour en discuter et en parler. » Donc, mais j'ai dit à ma femme « Chérie, je ne pense pas qu'on sera là le 6 juin. On verra. De toute façon. » Mais il y a des lésions du cartilage, une bursite. Elle a aussi un œdème léger au niveau des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs, avec une déchirure. Et il est indiqué qu'elle a également une déchirure labrale dégénérative de l'épaule. Je ne sais pas exactement ce que tout cela signifie pour l'instant, mais ça semble, bien sûr, très douloureux. Mais cette déchirure labrale, avec la déchirure labrale dégénérative de l'épaule, se situe à la fois à l'avant et à l'arrière, antérieure et postérieure. Alors je vous demande simplement de prier pour elle, pour sa douleur et tout le reste, et que Dieu la guérisse. Mais je veux juste être guéri. Nous voulons tous simplement être guéris. On veut tous juste partir d'ici. Mais vous savez quoi? Nous devons annoncer l'Évangile parce que, les amis, tout est en train de s'accomplir. Alors, si tu es encore indécis en ce moment et que tu regardes encore ceci sans être vraiment sûr de Jésus-Christ, voici ce que j'ai à te dire. Les choses vont devenir très sérieuses, très rapidement. Ce n'est pas un jeu. Tout cela a été prophétisé. Le choix t'appartient. Jésus a déjà payé le prix pour toi. Tout péché, chaque péché que tu as commis, passé, présent et futur, est couvert par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu as à faire, c'est t'adresser à lui. J'adore les ABC et ça rend la chose tellement simple, bête même. Accepte de tout ton cœur, crois, confesse de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Mais tu sais quoi? Remets tout au Seigneur. Donne-lui tout. Mets-le à l'épreuve cette semaine. Si tu ne lui fais pas confiance maintenant, demande-lui de te montrer certaines choses. Il le fera. En cette fin des temps, les choses vont devenir vraiment folles. Et si tu veux vraiment mettre Dieu à l'épreuve, il va vraiment se manifester et tu sais quoi? Il va se glorifier et tu vas voir que tout cela est réel. Mais le roi des rois et le seigneur des seigneurs revient très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé, les amis. Vous êtes géniaux. Je vous aime. J'ai hâte de vous retrouver dans la gloire. Vous êtes vraiment une bénédiction incroyable pour moi et ma famille.